Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'excellent Nicolas Vidal qui avait comme invité Claude Janvier qui va nous parler de l'état profond des hommes qui ont mis en place Macron. Ce fameux état profond qui nous pose tellement de problèmes. Et juste avant bien sûr de les écouter avec plaisir, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le partage, le commentaire, le boost bien sûr et moi de vous souhaiter de très belles fêtes. Allez, on les écoute et on en parle juste après. L'état profond, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la haute sphère du public, en fait, les hauts fonctionnaires d'État et la haute sphère du privé. Alors, évidemment, chaque pays du monde a un État profond. Oui. Ça, c'est clair. À partir du moment où il y a une haute fonction publique et une haute sphère du privé, eh bien, Oui. c'est un État profond. La bonne question, après, qui arrive, c'est est-ce que l'État profond va dans le sens du bien commun, du bien-être du peuple, ou Oui. pas? Et Oui. concernant la France, eh bien, la question est, non, bien sûr. La réponse, je veux dire, est non à Mm. la question. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours revenir sur ces définitions, parce qu'il me semble quand même on permet de recontextualiser le sujet de l'état profond, parce qu'on entend beaucoup de choses et c'est toujours bien. Donc toi, clairement, hein, tu le dis, cet état profond français, soyons précis, eh ben, c'est un bilan accablant hein, de ce système qui fonctionne contre le peuple. Tu cites la grande finance, les milliardaires, les oligarques notamment, c'est ça. Et puis, on a l'impression aussi, sur ce que tu dis, qu'il est en train de se verrouiller en Bonjour les amis, quelque on se sorte. retrouve aujourd'hui. Peut-être que la situation du pays explique aussi cet effondrement, cet état profond qui ne veut pas lâcher d'ailleurs le manche, comme le disait notre cher président il y a quelques jours, je veux lâcher le manche de la politique nationale, ça serait bien vraiment que tu le fasses. Est-ce que c'est le cas, Claude, par rapport à ça? Ah, mais il ne le fera pas. Emmanuel Non. Macron s'accroche à son poste, je dirais, comme une moule s'accroche à son rocher. Ça, c'est d'une évidence absolue. Après, il faut comprendre qui a favorisé et a poussé Emmanuel Macron au pouvoir, quels sont les enjeux et pourquoi ça a été fait. C'est ça la bonne question. Emmanuel Macron, en fait, a été mis là, il a été choisi non pas par hasard, il n'y a pas eu d'erreur de casting de la part de la haute finance internationale, c'est la haute finance internationale qui l'a propulsé au pouvoir. Et notamment, donc, il y a eu deux financiers, deux monstres financiers qui l'ont propulsé au pouvoir. C'est la branche des Rothschild Co. Mhm. Parce que chez les Rothschild, il y a beaucoup de branches. Donc ça, c'est Rothschild Co. Et Mhm. la famille Henry Kravis, les multimilliardaires américains. Tout Mhm. ce que je suis en train d'exposer là, bien entendu, est sourcé, documenté. Ce sont Mhm. vraiment ces deux financiers qui ont propulsé Emmanuel Macron au pouvoir. Dès 2007, d'ailleurs, Emmanuel Macron entreprenait des voyages aux États-Unis. 2007, hein, donc c'est Oui, oui. 10 ans avant son élection, quand même. Mhm. Il, Oui. a, il est parti aux États-Unis faire la tournée, si je peux me permettre l'expression, des popotes, c'est-à-dire commencer à frapper aux portes des financiers pour dire, voilà, euh, je, je serai bien candidat. Et en fait, c'est grâce à ces deux financiers qu'il a été propulsé d'abord ministre sous François Hollande, puisqu'il est arrivé donc à Bercy en tant que ministre de l'économie et des finances, et qu'ensuite il a été propulsé au sommet de l'État et que depuis 2017, il y est toujours. Alors, une petite précision, Nicolas, quand même, Oui. Mhm. c'est que on va me dire, mais alors comment ça marche? Ben, les Oui. financiers donc l'ont choisi et les réseaux, l'ensemble des réseaux franco-français et américains ont fait le reste. Alors c'est Oui. si vrai, par exemple, que les financiers ont mandaté l'agence de communication Still Holt en France avec son patron qui s'appelle Sylvain Faure, qui était un ami d'Emmanuel Macron, et grâce aux finances donc des Rothschild Co et d'Henri Kravis, Still Holt a obtenu, avant son élection de 2017, a eu plus de 8000 articles de presse. Ça a été un matraquage vraiment quotidien, 8000 articles de presse écrite, c'est quand même intéressant, sans compter les interviews de télévision, sans compter les interviews radio. Donc, Emmanuel Macron est passé du stade totalement inconnu du peuple français, puisque Mhm. c'est pas parce qu'on est ministre de l'économie et des finances que tout d'un coup on est vraiment très connu. Il est passé du stade d'inconnu du peuple par le peuple français au stade connu, et malheureusement pour nous, il a été élu en 2017. Alors l'erreur est humaine. On va me dire oui, pourquoi pas, mais enfin en 2022, le réélire, là, l'erreur est humaine, certes, mais là, Mhm. persévérer, c'est criminel. C'est-à-dire, ça a été Ouais. vraiment criminel de permettre sa réélection en 2022. C'est intéressant. La haute finance, notamment, on parle beaucoup, on dit beaucoup dans les commentaires Vanguard, BlackRock et consorts.
notamment sur BlackRock, la réforme des retraites depuis 2019 est supervisée par Larry Fink, qui est venu à Paris, on le sait, notamment. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est plus que des anecdotes, hein. Ces situations laissent à penser tout de même que, manifestement, dans la réforme des retraites et dans bien d'autres réformes absolument austéritaires et autoritaires dans les deux cas, manifestement, ça a l'air quand même de corroborer ton analyse et ton enquête à ce sujet-là sur la grande finance qui pèse de tout son poids sur le magot des Français et de leur épargne, entre autres, pas que, mais entre autres aussi, hein, tout de même. Hein. Ah mais absolument. D'ailleurs, ça rejoint un peu le sujet, et même beaucoup le sujet d'ailleurs, c'est l'État profond, la collusion entre le public et le privé. Parce qu'il est là aussi le réel problème. BlackRock est une entreprise privée, et donc il y a une collusion entre le public et le privé, puisque BlackRock a son rond de serviette à Bercy, et lorgne évidemment sur nos retraites. Alors pas les retraites des fonctionnaires, on est bien d'accord, hein, les retraites par capitalisation, bien évidemment, mais BlackRock de toute façon fait de l'ingérence dans toutes les sphères possibles et imaginables des pays. Récemment, par exemple, une petite anecdote, et ça va corroborer un peu le sujet, BlackRock a été, l'année dernière, a été reçu par Keir Starmer, le Premier ministre anglais, et par la ministre de la chancelière de l'échiquier. Alors, au Royaume-Uni, c'est une dame qui est chef du Trésor et qui est aussi ministre, donc c'est un ministre de haut rang dans le gouvernement du Royaume-Uni. Et BlackRock, avec l'accord de Keir Starmer, va financer à 80% la création de cités-États indépendantes au sein du Royaume-Uni. Ces fameuses cités de 15 minutes qui sont déjà créés aux États-Unis, qui sont sur le pas d'être créés un peu partout en France. C'est ces espèces de quartiers de 15 minutes où chaque personne va habiter son petit studio, va faire pousser ses 2 plants de tomates rachitiques sur le balcon, va avoir son petit vélo électrique, va plus bouger chez soi parce que surtout, faut tout faire en 15 minutes. Et ça, BlackRock, donc, va le financer au Royaume-Uni. À 80%. Donc, on voit bien l'ingérence du domaine privé dans le domaine public avec l'accord, effectivement, des dirigeants. Et pour la France, c'est pareil. BlackRock a, évidemment, pignon sur rue à Bercy. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre au niveau de l'ingérence, en fait, du privé vers le public. D'ailleurs, quand une personnalité de la haute sphère du public passe dans le privé, on appelle ça pantoufler, du pantouflage. Et l'inverse, d'ailleurs, quand quelqu'un du privé, de la haute sphère du privé, passe dans le domaine public, on appelle ça du rétro-pantouflage. Les pantoufles, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est confortable, les pantoufles. C'est connu, quoi. Voilà. C'est une folie parce qu'en fait, on se rend compte que tu as raison de revenir sur les pantouflages parce que je pense bien que ça caractérise parfaitement ce que nous vivons, cet état profond. On devrait absolument interdire à n'importe quel haut fonctionnaire, au ministre ou élu de toutes sortes, d'aller pantoufler dans un groupe international américain ou étranger. On l'a vu notamment avec Bruno Le Maire, Bruno Rigolo, qui maintenant se dédouane de la faillite de la France. Ou rappelle-toi du ministre des Transports, Djebari notamment, qui est allé je ne sais plus dans quelle boîte, ou plein d'autres. Ça aussi, est-ce que c'est pas la meilleure preuve à un moment donné que il y a des choses quand même qui sont inadmissibles, insupportables et qui devraient être interdites pour les intérêts supérieurs du pays. Enfin, ça me semble la moindre des choses. Malheureusement, cette caste au pouvoir a les pleins pouvoirs et fait ce qu'elle veut. Un autre exemple de l'ingérence, par exemple, du domaine privé dans le domaine public et vice-versa, je reviens sur Dominique de Villepin à l'époque où il est ministre, et il fait cadeau, donc il a eu des ordres là-dessus, il fait cadeau de nos sociétés autoroutières qui étaient nationalisées à l'époque, on s'en souvient, il en fait cadeau à des sociétés privées. Donc déjà, on s'est beaucoup posé de questions à l'époque. On s'est dit, wow, pourquoi l'État se prive-t-il d'une manne d'argent? Parce que c'est des millions d'euros, hein, les péages, ça rapporte. Prenons l'autoroute, je crois, Nicolas, comme toi, comme nous, on prend l'autoroute. Les péages, c'est salé. Et qu'on a financé, il faut toujours le dire. Est-ce que l'état profond, est-ce qu'avoir un état profond est quelque chose d'inévitable? Le premier problème avec l'état profond dans nos démocraties et dans une économie capitaliste et libérale, c'est que les grandes puissances d'argent ont toutes les opportunités pour s'accaparer l'état profond et en prendre le contrôle, et donc la contrôle sur la politique, sur toutes les politiques menées dans nos différents pays. Avant,
Il y avait sûrement un état profond, mais pas comme celui à lequel on pense. C'était surtout des personnes influentes au sommet de l'État, mais qui gouvernaient pour le bien commun, mais surtout le capitalisme tel qu'on le connaît n'existait pas. L'économie n'était pas libéralisée en France, bien au contraire. La monarchie tenait et contrôlait la bourgeoisie pour qu'elle ne s'accapare pas tous les biens, qu'elle ne fasse pas exploser les prix pour en protéger la population. Sauf que depuis, qu'est-ce qui s'est passé notamment en France? Eh bien, la première loi votée de la Nouvelle République suite à la Révolution française, la première loi, c'est la libéralisation des prix, et notamment sur le grain qui était la denrée alimentaire de l'époque. Et vous n'allez jamais le deviner. Les prix ont explosé. Et nous avons assisté à des émeutes. Car avant, il y avait une police du grain. Et la police du roi devait contrôler les prix car il était interdit de jouer sur les prix. Et les femmes, celles qui s'occupaient du foyer, étaient prioritaires. C'est-à-dire que dès que le marché ouvrait, seules les femmes pouvaient acheter en premier. Les marchands pouvaient acheter en dernier. Cela permettait de réguler les prix. Et bien sûr, vous vous en doutez, cela n'a pas plu du tout à la bourgeoisie qui avait pris et qui a pris surtout de plus en plus de place et qui devenait tout aussi importante. Et puis la noblesse française, le roi, avait quelque part commis l'erreur de donner des titres à cette bourgeoisie. Et une fois que cette bourgeoisie avait pris assez de pouvoir et de contrôle, et surtout aussi un facteur qu'on oublie très souvent, qu'elle s'était convertie au protestantisme. Et la grande différence avec le christianisme et que le protestantisme, c'est que vous êtes considéré, en tout cas vous vous considérez comme élu de Dieu dès la naissance. Alors que l'Église catholique, elle, bien sûr, est contre ce type d'économie. Alors vous savez pourquoi la bourgeoisie, avec bien sûr l'aide des loges en France, où elle était surreprésentée, a fomenté la fameuse révolution de 1789. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons instauré la fameuse démocratie avec ses droits et ses libertés. Et n'oubliez jamais une phrase, une économie libérale ne peut que s'épanouir dans des régimes démocratiques. Et sous prétexte de vous donner plus de droits qui ne sont en fait que des droits à consommer et à la servitude par la consommation, eh bien l'économie capitaliste et libérale contrôle à présent toutes les politiques et a pu non seulement prendre le contrôle de l'État profond, mais le créer pour s'assurer que peu importe les différentes colères des peuples à travers les pays, eh bien qu'ils ne puissent jamais en reprendre le contrôle et continuer à nous asservir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes, je vous embrasse, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez,